C'est une évolution, que dis-je, une révolution. Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Le monde entier entre ainsi chez vous. Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Si vous voulez bien regagner vos places les uns et les autres. Donc je vais procéder à l'appel. Marc Léturgie, Laurence Roy a donné un pouvoir à Christian Bordenave jusqu'à son arrivée. Adi Benfedou m'a donné pouvoir. Liliane Brandly, Nelly Rodriguez, Francis Delteil, Rislan Robin-Greny, Jonathan Priolo a donné pouvoir à Francis Delteil jusqu'à son arrivée. Marie-Claude Andrieux-Courbin, Christian Bordenave, Alain Serrea, Marie-Lise Potron, Jean-Charles Gauthier, Gilbert Blanc, Denise Miguel, Alain Plazy a donné pouvoir à Liliane Brandly, Anne Soquet a donné pouvoir à Michel Bosviel, Bernard Michel Bosviel, Farida Moubi a donné pouvoir à Marie-Hélène Scotti, François de Madaillan a donné pouvoir à Gilbert Blanc, Martine Rosé, Alain Banquet, Marie-Hélène Scotti, Joël Kerbraon, Gaël Blanc-Lajaunie, Dominique Rousseau, Christiane Delpont est excusée, Fabien Ruet, Cécile Labarthe, Sylvie Chancogne, Jacqueline Simonet, Cédric Zapera, Robert Richard est absent et Paul-Henri Galland, je crois, est absent aussi. Voilà, alors, nous allons désigner un secrétaire de séance dans l'ordre du tableau. Un peu de silence, je vous prie. Dans l'ordre du tableau, c'est Marc Léturgie, s'il en est d'accord et si tout le monde en est d'accord. Le procès-verbal, il vous est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 18 novembre 2019. Y a-t-il des observations? Pas d'observations. Et enfin, donc on arrive à l'ordre du... Donc tout le monde est d'accord pour approuver ce procès-verbal, pas d'opposition, il est approuvé. Donc nous arrivons à l'ordre du jour. Il vous est proposé d'ajouter un dossier, c'est un simple problème d'imputation budgétaire, décision modificative numéro 3. Personne ne s'oppose à ce que l'on ajoute ce dossier. Donc tout le monde approuve l'ordre du jour ainsi modifié. L'ordre du jour est ainsi modifié et nous arrivons au premier... les décisions prises par le maire et les adjoints dans le cadre des délégations reçues du conseil municipal. Vous avez une communication de ce document. Y a-t-il des observations, des demandes de renseignements? Non. Donc on va pouvoir aborder tout de suite la première délibération. Donc dossier 2 bis, décision modificative numéro 3, exercice 2019. Voilà, c'est une affaire qui traîne depuis de longues années. C'est l'acquisition du parvis aménagé rue des Fontaines, mais il y avait eu une erreur d'imputation dans la décision modificative numéro 3 qui vous avait été de l'exercice 2019 qui vous avait été précédemment présenté. Et donc, voilà, il s'agit de corriger, et sans quoi l'acquisition tant attendue ne pourrait se faire. Voilà. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Voilà, c'est adopté à l'unanimité. Et nous arrivons au budget primitif 2020. Je rappelle que nous avons eu, lors du précédent conseil municipal, la discussion du rapport d'orientation budgétaire. Je dirais que les grandes lignes de ce budget sont conformes au rapport qui avait été présenté l'autre jour.
Donc, ce que je voudrais souligner, c'est que ce budget comporte maintenant le budget principal et le budget de la régie autonome d'abattage du Bergeracois, puisque, a priori, l'assainissement collectif est transféré à l'agglomération. Ça y est, c'est réglé, c'est définitivement réglé, à compter du 1er janvier 2020, puisqu'il y a eu quelques hésitations sur ce sujet dans le processus législatif. Donc, ce budget réaffirme la volonté de la municipalité, non pas la triple volonté, mais la triple volonté, une volonté de coopération étroite entre la ville et l'agglomération, notamment en ce qui concerne les investissements, on y reviendra, la réaffirmation des objectifs de redynamisation du centre-ville et la volonté d'assurer un développement équilibré des différents quartiers, à la fois pour les équipements de base et pour les animations. Alors, par rapport aux années précédentes, je dirais que les caractéristiques sont les mêmes, parce qu'il y a une grande continuité dans notre politique budgétaire, maîtrise des dépenses de fonctionnement, même si nous avons perdu un certain nombre de financements, notamment les emplois aidés, le problème des charges de centralité qui pèsent encore lourdement, notamment dans le domaine du sport et de l'emploi. Ce que je voudrais souligner aussi, malgré tout, c'est que le passage au système du FPS nous permet de recueillir en budget de fonctionnement des recettes qui allaient auparavant sur le budget d'investissement. C'est-à-dire quand on avait la contrepartie des amendes de police, ça allait sur le budget d'investissement, le produit du FPS va sur le budget de fonctionnement, ce qui est quand même un élément appréciable pour ce budget de fonctionnement qui a quand même beaucoup subi ces dernières années, la baisse des dotations de l'État, la perte d'un certain nombre de compensations, etc. Ensuite, donc cet effort nous permet, mais c'est pas lors de ce conseil qu'on vote au taux de l'impôt, hein, monsieur Stéphano, c'est plus tard. Oui, c'est en mars-avril sans doute qu'on le vote. Mais en principe, cet effort nous permet de présenter ce budget sur la base d'un taux de fiscalité qui reste le même que les années précédentes. Voilà. Mais le taux de la fiscalité, vous le savez, est voté lors d'un conseil municipal ultérieur. L'effort d'investissement, donc tourné en priorité vers les besoins d'équipement des quartiers, c'est le cas notamment de la salle Cyrano, on y reviendra, sur l'attractivité du centre-ville avec la rénovation de la petite mission en centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, et également des efforts en direction des associations avec le projet de réhabilitation de la rue Saint-Esprit, et puis la continuité des actions antérieures. Enfin, le maintien de l'effort de désendettement qui aura ramené la dette de la ville de 38 millions d'euros à moins de 30 millions d'euros, si l'on tient compte du fait que il y a on produira ce tableau, mais dans l'endettement de la ville, il y a ce qu'on appelle la dette récupérable, c'est-à-dire les éléments de dette qui sont théoriquement à la charge de la ville, mais qui sont en réalité couverts par la prise en charge. C'est le cas de l'assainissement, et c'est le cas également de l'eau potable, du SMAD, etc. Ce sont des dettes qui continuent à figurer dans l'encours de dette de la ville, mais en réalité, les charges, les annuités de remboursement sont assurées pour l'essentiel par la communauté d'agglomération. Ce qui fait qu'en réalité, la dette qui pèse vraiment sur la ville est passée aujourd'hui en dessous de 30 millions d'euros. Voilà, alors sur le budget principal, vous avez les éléments, hein. On a un BP 2020 qui progresse, qui est dans l'ordre on passe de 35,4 millions en ce qui concerne les recettes de fonctionnement à 35,7 millions. Pour l'essentiel,
peu de progression des impôts et taxes, ce qui est logique puisque nous n'augmentons pas le taux de l'impôt. Nous avons la réforme de la taxe d'habitation qui est totalement neutre pour le budget de la ville puisque il est entièrement compensé. Je crois même qu'on a normalement la compensation avec les ressources transférées du département aurait dû être plus importante, mais comme vous le savez, c'est plafonné à un montant de 10 000 €. Donc on récupère à ce titre 10 000 €, mais pour le reste, voilà, ça ne change pas fondamentalement nos recettes. Les autres transferts résultent... alors les autres modifications, il y a les conséquences de la CLECT que nous avons adoptée récemment en conseil communautaire. Ce ne sont pas des sommes considérables liées à la subvention qui était auparavant versée à la Maison de l'Emploi et à la subvention versée au bus adapté en Bergeracois qui ont été transférées à la communauté d'agglomération qui a repris en charge ces activités. Et la dotation de solidarité communautaire, pour l'instant, on vous la propose à niveau constant en attendant les arbitrages de la CAN. Voilà. Sur les dotations et compensations, on a donc une légère hausse pour les raisons liées à la taxe d'habitation et surtout à l'évolution de la dotation de solidarité urbaine qui a progressé, qui devrait continuer à progresser. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, je dirais que les charges évoluent à peu près au même rythme qu'auparavant. Il y a quand même un élément que j'ai évoqué. Oui, voilà. Non, mais sur les charges de gestion courante, on a une progression un petit peu sensible, de l'ordre de 270 000 €. Et c'est surtout sur les charges de personnel qu'on a une progression un peu plus marquée que les années précédentes en raison de la mise en œuvre de la réforme des indemnités des agents de la fonction publique territoriale, la mise en œuvre du RIFSEP, qui se traduit par une progression de 200 000 €, car nous avons augmenté un peu, fait porter l'effort sur les catégories B et C. Voilà. Les charges à caractère général, par contre, la hausse est due pour une part au marché de la restauration collective avec une part de fourniture bio plus importante, aux dépenses de fluides qui sont sensiblement en augmentation, de l'ordre de 12%, et de l'intégration de la résidence Montesquieu qui se traduit pour nous, qui se traduit pour nous par une taxe foncière beaucoup plus marquée. Les atténuations de produits, ce sont les dégrèvements. Les autres charges de gestion courante, nous avons la participation au SDIS. Bon, il y a des discussions en cours avec la CAB sur un transfert éventuel. Je rappelle que un autre élément important, mais c'est sur la section d'investissement, c'est la reconstruction de la future caserne, on y reviendra. Et d'autre part, nous fixons une enveloppe en ce qui concerne les subventions aux associations stabilisées par rapport à 2019. En ce qui concerne les charges financières, là c'est un domaine où par contre nous avons eu une baisse sensible des charges pour la ville, puisque l'effort de désendettement a permis de ramener la charge de la dette de d'un peu plus d'1 million d'euros par an à 630 000 €, ce qui représente 400 000 € de charges annuelles qui ne pèsent plus sur la section de fonctionnement grâce à cet effort de désendettement. Et grâce à l'ensemble de ces éléments, l'autofinancement prévisionnel est, comme l'an dernier, sensiblement amélioré, puisque en 2020, nous devrions avoir un autofinancement brut de l'ordre de 2 900 000 €. Voilà. Après, on verra en fin d'année, évidemment, quelle sera la réalité
de l'autofinancement net, notre objectif étant bien sûr d'arriver à un autofinancement net positif, résultat auquel nous sommes parvenus en 2019. Et d'autre part, je mentionne aussi, parce que c'est important, que grâce à l'effort de désendettement, la capacité de désendettement, tout budget confondu, se trouve désormais aux alentours de 9 ans, c'est-à-dire sensiblement au-dessous de la référence nationale qui est de 11 à 13 ans. Voilà, donc vous avez des tableaux qui vous montrent l'évolution des dépenses, des recettes et de l'autofinancement prévisionnel. J'arrive aux dépenses d'investissement. Les principales opérations d'équipement prévues pour 2020, vous les voyez sur ce tableau. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la redynamisation du centre-ville avec le centre d'interprétation du patrimoine. La salle d'activité Cyrano, le Taillis, c'est la salle polyvalente qui fait toujours défaut sur la rive gauche, mais sur laquelle les choses sont bien engagées désormais. Le bâtiment de la rue Saint-Esprit, l'éclairage public et les économies d'énergie, sachant que l'éclairage public contribue, la rénovation de l'éclairage public contribue fortement aux économies d'énergie. L'accessibilité des bâtiments, le schéma directeur informatique qui est poursuivi année après année et qui nous permet d'avoir en matière d'équipement numérique un bon niveau d'équipement. Les réfections des toitures qu'on peut rapprocher des économies d'énergie. Là aussi, il y a eu un effort très continu de la part de la ville. L'espace Charpak, ça c'est sur la rive gauche. L'idée, ça s'inscrit dans l'idée d'un cœur de quartier sur le quartier nord de Bergerac, qui malheureusement ne dispose pas aujourd'hui d'un véritable cœur de quartier, à la différence de ce qui existe aujourd'hui sur la rive gauche, les travaux de la coulée verte, la sécurité dans les écoles. Et enfin, sur la dette, je me suis déjà exprimé assez longuement tout à l'heure. Voilà. Donc c'est pas la peine, je ne reviens pas sur cet aspect. Vous avez là aussi le tableau qui fait apparaître l'évolution de l'endettement annuel. Donc nous avons eu chaque année un emprunt d'équilibre qui a été sensiblement inférieur au capital remboursé, et je dirais l'assainissement de nos finances nous permet de vous proposer pour 2020 un effort d'emprunt qui est un peu supérieur à celui des années précédentes et supérieur à la dette remboursée, puisque nous proposons un emprunt de 3,5 millions d'euros, bon, qui dépendra évidemment du niveau de réalisation des investissements prévus, mais je dirais on a retrouvé une capacité d'emprunter que nous n'avions pas les années précédentes, tant que nous n'avions pas suffisamment assaini la dette. Voilà. En ce qui concerne le budget annexe, qui est celui de la régie autonome d'abattage du Bergeracois, là je voudrais dire que les recettes d'exploitation sont en baisse. Nous avons une certaine, je l'ai exprimé d'ailleurs à plusieurs reprises, un certain nombre de préoccupations en ce qui concerne l'abattoir. Des discussions sont en cours dans plusieurs directions. D'abord, vous le savez, on l'a discuté lors de précédents conseils municipaux, ne plus se trouver dans une situation où la ville est seule à porter cet abattoir. Et donc, nous avons des engagements désormais du Grand Périgueux, de la communauté d'agglomération bergeracoise, de la communauté de communes du Pays de l'Homme, pour mettre en place une société d'économie mixte qui, à l'avenir, portera cet abattoir. Nous sommes également en discussion avec les partenaires privés et en discussion également avec le Conseil général de la Dordogne.
Donc là-dessus, les choses progressent bien. La question, c'est bien sûr de savoir est-ce que le volume apporté par les clients de l'abattoir nous permettra d'atteindre un niveau d'activité qui correspond à un relatif équilibre de l'abattoir. On sait que ce niveau, il faut qu'on soit environ à 6 à 7 000 tonnes par année. Aujourd'hui, nous sommes plutôt aux environs de 6 000 tonnes. Et donc, il est nécessaire, nous avons des discussions avec un certain nombre de clients. Il y a des clients qui nous confirment bien sûr leur volonté de continuer à faire appel à cet outil. Nous avons des clients avec lesquels les discussions sont plus incertaines à ce jour, et nous avons la perspective éventuelle d'un nouveau client qui, lui, pourrait contribuer à rééquilibrer sensiblement le tonnage de l'abattoir. Donc, nous sommes dans une phase vraiment de transition, et je pense que en fonction du résultat de ces discussions, il y aura des décisions à prendre qui vont dans le meilleur des cas, qui est celui sur lequel nous travaillons bien sûr, à la poursuite de l'activité de l'abattoir, et ce qui supposera des investissements relativement importants, de l'ordre de 2 millions d'investissements. Aujourd'hui, l'abattoir a pratiquement remboursé l'essentiel de sa dette, ce qui fait que il a une assez grande latitude pour engager cet effort d'investissement. Dans l'hypothèse évidemment la plus pessimiste, je veux dire, il faudrait se poser la question de la fermeture de l'abattoir, ce qui en soi ne serait pas quand même une très bonne nouvelle pour le territoire, parce que ça n'irait pas dans le sens de la politique alimentaire territoriale que nous cherchons à promouvoir, et ça contribuerait à fragiliser aussi les filières élevage qui passent par l'abattoir de Bergerac. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement sensible, sur lequel on espère que les choses vont se clarifier dans les prochains mois. Voilà. Voilà quels sont les principaux éléments de ce budget 2020 que nous vous avions déjà largement présenté lors du précédent conseil municipal. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Oui, Madame Blanc. Oui. Monsieur le maire, merci. Je m'étonne que dans les projets pour 2020, il n'y ait pas mention de la piste d'athlétisme. Si, elle y est. Elle y est à hauteur de 180 000 €. Oui, mais c'est un fonds de concours, puisque la maîtrise d'ouvrage est assurée par la communauté d'agglomération bergeracoise. Et si vous avez consulté l'ensemble des documents, vous verrez que la piste d'athlétisme y figure bien pour 2020. Merci. Voilà. Pas d'autres observations? Bien, bah écoutez, merci. Donc nous allons mettre ce budget 2020 aux voix. D'abord en ce qui concerne le budget principal, qui est d'accord pour l'approuver, qui s'abstient, qui vote contre. Donc ce budget est approuvé. En ce qui concerne le budget annexe de la régie autonome d'abattage, qui est d'accord pour l'approuver, qui s'abstient. Le budget annexe est approuvé et nous passons donc à la délibération suivante. Alors, recette du stationnement payant de voirie, apurement des soldes liés aux écarts de comptage des pièces, exercice 2015 à 2018, Christian Bordenave. Oui, il s'agit d'une régularisation. Donc effectivement, maintenant que nous faisons appel à la société Brinks, il est calculé bien sûr les éléments de récupération, et notamment les éléments de récupération de pièces. Et il arrive souvent
effectivement, il arrive qu'il y ait un décalage entre les montants encaissés, piqués au rodateur, et le montant réellement versé par la société Brinks. Donc il convient effectivement de le régulariser. Je précise quelque chose d'important, le délégataire admet ce taux d'erreur dû au fonctionnement des horodateurs, et de plus, il n'est pas demandé au maître d'ouvrage qui est la ville, bien sûr, de rembourser ce qui manquerait. Donc les écarts constatés, vous l'avez sur le tableau que vous avez dans le dossier. Sur les années 2015, 2016, 2017, 2018, écart négatif en moins, donc 1 371,90 €, les écarts positifs, donc en plus 1 099,15 €, donc il y aurait une différence légère de 272,75 € sur les 4 années. Pour régulariser ces écarts, par contre, au niveau comptable, on est obligé d'émettre un mandat d'un montant de 1 371,90 € et un titre de chapitre, et un titre au chapitre 77 de 1099,15 €. Donc il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les écarts négatifs et positifs pour les années 2015 à 2018, tels que définis dans le tableau ci-dessus. Les crédits nécessaires aux régularisations sont inscrits au budget principal de la ville, chapitres 67 et 77. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Bordenave. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Avenant numéro 2 à la convention cadre Action Cœur de Ville, Action Nouvelle. Alors c'est une délibération. Je rappelle que dans le cadre de Cœur de Ville, je ne vais pas revenir puisque nous avons déjà présenté le programme Cœur de Ville, puis plus récemment l'opération de revitalisation du territoire qui fait suite à Cœur de Ville, mais qui est le prolongement de Cœur de Ville. Cette convention est un document évolutif qui permet de préciser au fur et à mesure de leur arrivée à maturation les actions à mettre en œuvre. Et nous avions déjà adopté lors du précédent conseil un avenant qui portait sur l'îlot Berggren et sur une étude portant sur la plaine des sports de Picaillou confiée à la Caisse des dépôts. Là, ce nouvel avenant comporte 5 actions nouvelles. C'est pas 4, c'est 5. 5 actions nouvelles sur lesquelles je vais dire quelques mots, mais je rappelle que cet avenant a déjà été présenté et adopté en conseil communautaire, ce qui fait qu'un certain nombre parmi vous ont déjà eu l'occasion de se prononcer sur cet avenant. Alors, ces 5 actions nouvelles qui sont intégrées dans le programme Cœur de Ville, la première d'entre elles, c'est la création d'un centre événementiel. Je rappelle ce qui a été dit en conseil communautaire, c'est que dans le principe, il y a consensus sur la création de ce centre événementiel dont nous avons besoin pour accueillir à la fois des grandes manifestations, je dirais des grands meetings politiques, pourquoi pas, ou des grandes manifestations du style de celles que nous avons parfois avec les retraités agricoles, la Fédération des chasseurs, voilà. Accueillir des événements un peu festifs, du style l'élection de Miss Aquitaine par exemple. Bon. Accueillir également, avoir des possibilités de découpage un petit peu différent des salles pour accueillir éventuellement un congrès, puisque l'idée c'est d'avoir la possibilité d'accueillir sur Bergerac des congrès, non pas d'immenses congrès, mais des congrès de l'ordre de 500, 600, 700 participants. Donc voilà, l'idée c'est, donc ce centre événementiel est à l'étude, le projet commence à être bien avancé, et donc nous vous proposons de l'inclure dans le programme. Le projet d'excellence alimentaire qui a été présenté à de nombreuses reprises et qui se développe lui plutôt sur le secteur de l'ESCAT, avec notamment
l'implantation d'un certain nombre d'acteurs de la filière alimentaire, la création d'une légumerie, la création également d'une cuisine centrale. Nous y reviendrons dans quelques instants. Donc c'est un projet qui a déjà été présenté plusieurs fois. La piste d'athlétisme, bien évidemment, donc dont le financement, on va y revenir tout à l'heure, est assuré au titre de l'année 2020, avec sans doute la réalisation débordera un peu sur 2021 pour des raisons techniques. Et puis, donc voilà, la piste d'athlétisme, puis 2 opérations sur lesquelles je vais demander, en ce qui concerne la cuisine centrale, à Alain Banquet, qui suit particulièrement ce dossier, d'apporter des précisions. Et en ce qui concerne l'opération beaucoup plus modeste, mon centre-ville a un incroyable commerce, je demanderai à Nelly Rodriguez de la présenter. Alors voilà, les 2 opérations qui sont d'ailleurs à maîtrise d'ouvrage ville, alors que les 3 précédentes sont à maîtrise d'ouvrage CAB. On va plutôt insister ce soir, à la différence de ce qui s'est fait en conseil communautaire, sur les 2 opérations à maîtrise d'ouvrage ville, la cuisine centrale, Alain Banquet, et mon centre-ville a un incroyable commerce, Nelly Rodriguez, Alain Banquet. Oui, monsieur le maire, merci de me donner la parole. Donc, depuis le début de notre mandature, l'état de la cuisine centrale nous a préoccupés, et c'est le moins qu'on puisse dire. Des visites de cuisine ont été faites, des études ont été lancées. On sait tous l'histoire de la restauration collective à Bergerac, on en a déjà parlé ici. Pour les anciens comme moi, la cuisine de l'AOL a été le démarrage de ces projets. On est passé ensuite de cette cuisine, et je crois que vous l'aviez rappelé, monsieur le maire, dans un précédent conseil, à un concessionnaire. Il s'avère qu'en début de mandat, on a fait le constat d'une qualité, on va dire, plutôt moyenne des repas proposés, et donc il a été décidé il y a 4 ans de reprendre la fabrication des repas en régie, c'est-à-dire sous notre responsabilité plus proche, et avec une aide technique. Pour l'anecdote, moi je m'occupe du service éducation, je participe à presque tous les conseils d'école, et le problème majeur que l'on rencontrait dans ces conseils d'école, c'était la qualité des repas qui était reprise pour les parents. Nous avons donc décidé dans un premier temps de passer en régie, et je dois dire que depuis, la qualité des repas s'est nettement améliorée, et également nous avons pris le pari de la nourriture bio, puisque maintenant, actuellement, ce mois-ci, on a fait un bilan, nous sommes à 48% de nourriture bio. Donc, il convenait de mettre en place un projet de cuisine centrale adapté. Donc, un collègue en particulier, Alain Serrea, y avait travaillé, et donc on est arrivé à faire des procédures d'appel d'offres, et malheureusement, ces appels d'offres de concession ont été infructueux. Donc, on a repris le dossier d'une façon plus précise, mais surtout avec l'aide de la CAB, qui, dans son programme d'excellence alimentaire à l'ESCAT, nous a proposé, au lieu d'une construction neuve comme nous l'avions proposé dans un premier temps, de se mettre à côté du projet de légumerie dans un des hangars de l'ESCAT. C'est ce qui va nous permettre, j'espère, d'arriver à des coûts plus intéressants. Enfin, on a également pris l'aide d'un programmiste qui nous a permis de faire un programme très précis, et nous avons lancé donc un appel d'offres qui, vous le verrez, ça sera présenté plus tard, arrivera à une situation positive, en tout cas qui correspond à nos possibilités financières. Voilà pour la présentation de la cuisine centrale. Merci, Alain Banquet. Nelly.
Alors, mon centre-ville a un incroyable commerce. Là, on est sur une opération plus, on va dire, temporelle, puisqu'elle aura lieu l'année prochaine. Vous n'aimez pas trop les termes anglais, mais je vais quand même l'utiliser. C'est une opération en one-shot, puisqu'en fait, l'idée, c'est de créer un concours. Alors, c'est quoi le one-shot? C'est en une... Voilà. coup. Exactement. On n'est pas sur quelque chose de structurel, on est sur quelque chose de ponctuel. Donc l'idée, c'est donc d'organiser un concours pour des porteurs de projets qui souhaiteraient s'installer en centre-ville, puisque l'idée, on est toujours sur la redynamisation et la revitalisation du centre-ville. Et donc c'est une opération qui est nationale, qui est portée par un cabinet, qui permet de mettre autour de la table en fait différents acteurs qui peuvent accompagner des porteurs de projets. Donc l'idée, c'est que des porteurs de projets se présentent et qu'ils soient accompagnés pour mener à bien leur initiative. Et donc, il y aura des lauréats, et ces lauréats seront ensuite accompagnés pour pouvoir s'installer en centre-ville et pouvoir pérenniser leur opération et leur commerce, tout simplement. Bien. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Oui, monsieur Rousseau. Oui, je voulais revenir sur le centre événementiel. Oui. Oui. Ouais, vous avez votre micro? Oui. À ce jour, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'investissement que cela représenterait? Je crois que c'est de l'ordre de 7 ou 8 millions d'euros. Hein. Plus que ça, 10 millions. 10 millions. Voilà. 10 millions d'euros. Voilà. Merci. Bien, pas d'autres questions. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, non-participation au vote, si je comprends bien. D'accord, très bien. Bon, mais c'est une position parmi d'autres. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Alors, aménagement du futur centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, Jean-Charles Gauthier. Monsieur le maire, chers collègues, pour satisfaire les conditions de la Convention du label Ville d'Art et d'Histoire, la ville de Bergerac projette de remplacer le musée de la ville par un nouveau centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, CIAP. Cet équipement culturel de proximité doit permettre de revaloriser et de mettre à jour les contenus scientifiques et les collections du musée de la ville qui jouaient jusqu'alors partiellement ce rôle. Considérant l'état vieillissant du bâtiment de l'actuel musée de la ville, ses nombreux problèmes de sécurité et contraintes d'accessibilité, il est proposé d'installer le futur CIAP au sein de la petite mission. Par sa qualité architecturale, bâti du XVIIe siècle, inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, et sa position géographique privilégiée, la petite mission semble en effet constituer un levier de développement culturel et d'attractivité remarquable pour le centre historique. Ce projet porte donc des objectifs et des ambitions multiples. Le remplacement du musée de la ville par un équipement culturel moderne, aux normes d'accessibilité comme de sécurité, de proposer aux publics locaux les outils indispensables à la compréhension de l'histoire et de l'évolution de leur ville et de leur territoire, rôle d'un CIAP, mais également de restaurer et d'exploiter tout un contexte architectural du centre-ville, aujourd'hui déprécié et non mis en valeur, ainsi que ses abords, place de la Petite Mission, rue des Conférences, place Pélissière. Les travaux pourront débuter dès 2020. Le financement du projet est exposé. Vous avez ici le document en diaporama. Le coût total du projet hors taxe est de 1 768 794 €. Les financeurs, c'est la dotation de solidarité pour l'investissement local, 340 000 €, la DRAC, 100 000 €, la région Nouvelle-Aquitaine, 493 150 €, le conseil départemental de la Dordogne, 160 000 €, et l'autofinancement de la ville de Bergerac est de 675
644 €. Donc 62% du financement sera fait par nos partenaires, par les organismes, par nos partenaires, et 38% par la ville de Bergerac. Le conseil municipal est donc appelé à approuver le projet de création d'un SIAP à la petite mission. Voilà, je fais observer qu'un projet alternatif a été proposé par un groupe d'architectes, ce qui est une proposition fort intéressante, sur le site des Grands Moulins, mais que malheureusement le site des Grands Moulins, en l'état actuel des choses, peut-être qu'un jour la totalité du site sera disponible, mais en l'état actuel des choses, il n'offre manifestement pas les surfaces nécessaires à l'installation de ce centre d'interprétation, et le projet présenté était d'un coût à peu près 2 fois supérieur. Nous avons déjà un budget hostile. Oui, tout à fait. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Ah, Madame Blanc. Juste 2 questions. D'abord, l'ensemble du projet l'a exposé. Les aides dont vous faites part de la DRAC, de la région Nouvelle-Aquitaine et du conseil départemental de la Dordogne vous ont-elles été confirmées, ou est-ce juste un plan de demande? Non, là on est vraiment sur un dossier qui est très ficelé. Hein. C'est un dossier qui est très ficelé et qui est vraiment prêt à être mis en œuvre. L'élément, les travaux, il faut qu'on ait au préalable fini l'aménagement du bâtiment de la rue Saint-Esprit pour pouvoir reloger les associations qui sont présentes aujourd'hui à la petite mission, c'est-à-dire l'Université du Temps Libre, les abeilles bergeracoises, et puis il y a également, il y a Alliance également, et puis il y a la Gaule bergeracoise. Voilà. La pêche à la mouche, c'est la pêche à la mouche. Voilà, d'accord. Oui, c'est pas la même chose, excusez-moi. Mais il y a un temps, une époque où la Gaule s'est trouvée par là. Oui, c'est ça. Bien, voilà. Mais en tout cas, non, c'est un projet qui est vraiment prêt à démarrer. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Renouvellement de la convention avec le comité des œuvres sociales du personnel de la ville de Bergerac, Marc Léturgie. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit effectivement, de manière très traditionnelle, de renouveler une convention qui est déjà souscrite et qui a été souscrite pour la dernière le 6 janvier 2017 et qui est à renouveler au 1er janvier 2020. Le soutien, en particulier le soutien apporté par la ville, se matérialise à travers l'attribution d'une subvention de fonctionnement et d'une subvention exceptionnelle liée à la mise en place depuis 2007 des chèques vacances dont la gestion est assurée par le COS. Il s'agit aussi de la mise à disposition gratuite de local 16 Jordillac. Et enfin, c'est l'octroi ponctuel de décharges d'activité et la mise à disposition ponctuelle d'agents municipaux, membres du conseil d'administration et des commissions du COS, sous réserve bien sûr des nécessités de service. En conséquence, le conseil municipal est appelé à autoriser le maire à signer une nouvelle convention d'une durée d'1 an renouvelable 2 fois par tacite reconduction jusqu'au 31/12/2022. Bien. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Mise à disposition de 3 agents municipaux au profit du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable, le SIEP, Dordogne Pourpre, Joël Kerdran. Merci, Monsieur le maire. Depuis le 1er janvier 2017, la gestion de l'eau potable pour le territoire de Bergerac est assurée par le SIEP Dordogne Pourpre. Pour l'accomplissement de cette mission, la ville de Bergerac met partiellement 3 agents municipaux à disposition du SIEP. Ces agents assurent la maîtrise d'œuvre dans les projets d'eau potable, le suivi du budget investissement, l'accueil et le renseignement du public, ainsi que toute autre démarche nécessaire au bon déroulement du service public. Ces mises à disposition sont conclues pour une période de 3 ans. La rémunération des agents et les charges afférentes sont remboursées annuellement par le SIEP à la ville, au prorata du temps de mise à disposition. Les agents sont mis à disposition pour un coût global annuel de 50 000 €. Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide
de mettre à disposition, à compter du 1er janvier 2020, 3 agents municipaux auprès du CIEP pour une durée de 3 ans, d'approuver le projet de convention de mise à disposition, d'autoriser le maire à signer la convention avec le CIEP d'Ordogne-Pont. Y a-t-il des observations? C'est un renouvellement, hein, je précise. Hein. Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Modification des postes dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences, bien mal nommé le PEC. Ricène Robin et Greny. Merci, M. le maire. Donc, par délibération du 14 juin 2018, il a été créé 10 postes dans le cadre donc, du parcours emploi compétences, les PEC. Ces contrats qui ont bien évidemment remplacé les contrats aidés depuis le 1er janvier 2018, qui ont, pour le rappeler, c'est des contrats qui ont pour objectif principalement de faciliter l'insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi, plus particulièrement les chômeurs de longue durée, les seniors, les habitants des quartiers prioritaires de la ville, les personnes aussi avec une reconnaissance de travailleurs handicapés ou aussi bénéficiaires de certains minima sociaux. Donc, afin de tenir compte de l'évolution des besoins du centre technique municipal, plus particulièrement au niveau de la cellule propreté, il est donc proposé de modifier la quotité du temps de travail des 4 postes dédiés à cette cellule à compter du 1er janvier 2020 et donc de passer à temps complet au lieu des 20 heures hebdomadaires initialement prévues et qui est bien évidemment la durée du travail minimale prévue pour ce type de contrat. Donc le conseil municipal est appelé à se prononcer sur ces modifications de poste en contrat PEC et donc à autoriser le maire à procéder au recrutement et à percevoir les aides de l'État. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Ouverture dominicale des commerces pour l'année 2020. Alors, je fais observer que désormais, quand les ouvertures, le nombre d'ouvertures est supérieur à 5, il faut à la fois la délibération du conseil municipal de la collectivité concernée et l'avis du conseil communautaire, avis conforme du conseil communautaire. Nous avons 2 communes qui prennent des décisions en matière d'ouverture dominicale qui sont Creys et Bergerac. C'est vrai qu'à Creys, l'habitude était de voter un nombre assez élevé d'ouvertures dominicales de l'ordre de 12, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'elles étaient systématiquement utilisées, alors qu'à Bergerac, on était plutôt dans la limite de 5 ouvertures dominicales par an. Bon, il nous est apparu qu'il était souhaitable de chercher une harmonisation entre les 2 communes où se trouvent la plupart des implantations commerciales de la communauté d'agglomération. Et nous avons pensé qu'il était bon pour préparer cette décision de réunir une instance qui a été créée à l'initiative du président de la communauté d'agglomération, qui est un comité commerce qui réunit à la fois des représentants des commerçants de l'Ouest, c'est-à-dire la Cavaille, Saint-Laurent-des-Vignes, des représentants des commerçants de l'Est, c'est-à-dire essentiellement de la zone commerciale de Creys, et des commerçants du centre-ville. Bon. Et ça a permis d'aboutir à un accord à peu près équilibré entre les différentes parties de l'agglomération, ce qui fait ce que nous vous proposons, qui a d'ailleurs été soumis au conseil communautaire lundi dernier, c'est 8 ouvertures sur Bergerac, 8 ouvertures sur Creys. Ces ouvertures n'étant pas forcément exactement aux mêmes dates, parce que les demandes de date ne coïncidaient pas exactement, mais c'était déjà important qu'on arrive à un nombre d'ouvertures à peu près comparable, ce qui ne veut pas dire, je le répète, qu'elles seront systématiquement utilisées. Et je rappelle aussi
que ces ouvertures concernent essentiellement le dimanche après-midi, puisque le dimanche matin, on est sur un autre régime d'autorisation. Voilà. Donc peut-être que Nelly Rodriguez peut nous donner le détail de ce dispositif. Oui, je vais juste compléter avec 2-3 éléments. Donc systématiquement, comme vous disiez Monsieur le maire, nous sollicitons les commerçants du centre-ville, de la périphérie, ainsi que les organisations professionnelles. Donc il y a un consensus qui est trouvé. Nous, on ne propose pas des dates. En fait, les dates sont proposées par les commerçants et on essaye de trouver un équilibre effectivement là entre les deux communes qui sont concernées, Bergerac et Creil en l'occurrence. Donc systématiquement, ce sont les 4 dimanches de décembre qui ressortent et ensuite on a d'autres dates qui correspondent aux soldes, qui correspondent aux braderies, qui correspondent aussi à la rentrée scolaire. Donc voilà, il y a généralement un consensus qui est trouvé entre commerçants. Effectivement, c'est une possibilité d'ouvrir, il n'y a aucune obligation, donc chacun ensuite fait comme il l'entend, donc c'est une proposition qui est offerte. Je rappelle aussi qu'il y a certains commerces qui ne sont pas assujettis à ces ouvertures dominicales puisqu'il y a des conventions nationales qui sont établies, notamment pour tout ce qui concerne les solderies. Parce que la question nous a été posée, tout ce qui concerne Jiffy, la Foire Fouille sont ouverts tous les dimanches, mais eux sont sur une convention qui est nationale et qui donc ne rentre pas dans ces ouvertures dominicales annuelles qui sont déposées par la municipalité. Nous avons également les professionnels de l'automobile qui depuis 2 ans nous demandent pareil, des dates pour ouvrir les dimanches. Alors ce sont des dates qui sont nationales, mais là c'est la commune qui doit statuer. Donc là on est sur une branche encore particulière. Donc on a aussi proposé, ils nous ont proposé donc 4 dates que nous avons retenues donc dans le cadre de leurs ouvertures dominicales qui sont différentes des dates d'ouverture des commerces traditionnels. Voilà. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Concession de travaux pour l'aménagement, l'équipement et la gestion locative d'une cuisine centrale, choix du concessionnaire et approbation du contrat de concession. Alain Banquet. Donc c'est la suite de ce que nous avons vu tout à l'heure. Actuellement, la cuisine centrale de la ville de Bergerac est installée en centre-ville dans un bâtiment ancien devenu obsolète. Également, je souligne les problèmes pour accéder à la cuisine centrale. Les locaux sont exigus et ne peuvent faire l'objet d'un agrandissement sur site. Le personnel peut toujours fabriquer des repas de qualité, mais dans des conditions difficiles. La ville de Bergerac souhaite confier l'aménagement, l'équipement et la gestion locative d'une cuisine centrale à un concessionnaire. Il est envisagé de réaliser un bâtiment de 700 m² minimum, permettant d'atteindre à terme la confection de 500 000 repas, soit 2500 repas jour contre 1500 actuellement. La répartition des repas est établie suivant le tableau suivant. Les bénéficiaires en sont potentiellement les écoles, la maison d'accueil temporaire, le portage à domicile, les résidences autonomie, les accueils de loisirs sans hébergement et éventuellement certaines communes, voire d'administration ou d'autres organismes dans le futur. Cette cuisine devra répondre aux normes environnementales. Par délibération en date du 22 mars 2018, le conseil municipal a désigné la commission d'ouverture des prix. Une procédure a été lancée afin de choisir un concessionnaire. À la date limite de remise des offres, une seule offre a été réceptionnée de la SEM Urbalis Habitat. La concession de travaux est prévue sur une durée de 20 ans. Le bilan prévisionnel évoluera en fonction des dépenses et des recettes réelles du projet. La convention de concession ainsi que la note méthodologique de la SEM Urbalis Habitat sont fournis en annexe. Le rapport de M. le maire présentant les motifs du choix du candidat SEM Urbalis Habitat et l'économie générale du contrat a été adressé aux membres du conseil municipal le 2 décembre 2019. La SEM Urbalis Habitat prévoit une convention d'une durée de 20 ans avec un montant prévisionnel d'opération à 2 640 306 € TTC. La rémunération du concessionnaire sera assurée
par la perception des loyers. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le choix de retenir comme concessionnaire pour l'aménagement, l'équipement et la gestion locative d'une cuisine centrale la SEM Urbalis Habitat, d'approuver la convention de concession de travaux présentée par le dit candidat, joignant en annexe, d'autoriser le maire à signer la convention de concession de travaux. Bien, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Bien. Qui est pour? Pardon? Alors, si, justement, on a vérifié le Code général des collectivités territoriales, l'article L1524 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e alinéa, alors c'est des dispositions récentes, hein, puis ça résulte d'une ordonnance de novembre 2018. Les membres du conseil d'administration ou de surveillance des SEM, des sociétés d'économie mixte, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire au sens de l'article L 2131-11, etc., lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte considérée. Voilà, donc vous avez le droit de prendre part au vote. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui est pour? Voilà. On reprend depuis le début. Qui est pour? Voilà, c'est clair. Qui est contre? Voilà. Qui s'abstient? Voilà. Doit-on en conclure que vous souhaitez revenir à la délégation d'avant le passage en régie directe? Ça vous tente qu'on démarre. Comment? Ben oui, parce que vous l'aviez annoncé, vous ne l'avez pas fait, nous on l'a annoncé et on l'a fait. On va changer de projet. Ah, mais vous avez changé de projet, mais tant mieux. Ah, tant mieux, vous avez dit. Tant mieux, ben oui, parce que ça c'est quand même malheureux qu'on retourne en arrière. Voilà. Bon, très bien. En délégation. Très bien. Alors, bail amphithéotique entre la ville et le centre communal d'action sociale concernant la résidence autonomie Montesquieu. Gilbert Blanc. Merci, monsieur le maire. Depuis la fin de l'année 2018, la résidence autonomie Montesquieu est devenue pleine propriété de la ville. Le bail à construction la concernant étant arrivé à échéance. Au vu de son état général, des travaux importants de mise aux normes et d'entretien vont être indispensables. Le gestionnaire de la structure, le Centre communal d'action sociale, CCAS, pour celui-ci puisse assurer pleinement son rôle de gestionnaire, soit directement, soit par délégation. Il convient qu'il dispose de droits réels sur le bâtiment de façon à agir avec les mêmes prérogatives qu'un propriétaire, à l'exception de la cession. Une simple mise à disposition, même longue durée, ne confère pas ses droits. Il convient donc de gérer cette mise à disposition de longue durée avec la possibilité de réaliser ou faire réaliser les travaux de mise aux normes et de gros entretiens par l'établissement et la signature d'un bail amphithéotique. Ce bail devant être établi entre deux personnes morales de droit public, il prendra la forme d'un bail amphithéotique administratif BEA. L'établissement du bail sera confié à Maître Bonneval, notaire à Bergerac, sur la base des éléments suivants. Durée du bail, 21 ans, loyer 200 € par an. Le conseil d'administration du CCAS devra se prononcer sur le sujet dans les mêmes termes que le conseil municipal. Le conseil municipal est donc appelé à approuver le principe de l'établissement d'un bail amphithéotique administratif entre la ville et le CCAS pour la résidence autonomie Montesquieu, désigner Maître Sandrine Bonneval, notaire à Bergerac, pour établir l'acte, autoriser le maire à signer le dit acte une fois celui-ci établi. Bien, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Alors, qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Renouvellement d'une concession funéraire pour une durée plus courte que le contrat initial, Martine Rosé. Merci, Monsieur le maire. Alors, la commune de Bergerac accorde des concessions funéraires dans les cimetières pour des durées de 15, 30, 50 ans ou à perpétuité. En application des articles L2223-15 et L2223-16 du Code général des collectivités territoriales, les concessionnaires disposent d'un droit à renouvellement pour la même durée à échéance de la concession ou sa transformation en durée plus grande que la durée initiale et à tout moment. Depuis quelque temps, une nouvelle demande est apparue, le renouvellement pour une durée plus courte que la durée initiale. Sur le plan du droit, le renouvellement pour une plus courte durée que la durée initiale n'est pas prévu, mais ce n'est pas interdit par aucun texte. La doctrine considère désormais qu'il est tout à fait possible d'autoriser le renouvellement pour une durée inférieure à celle fixée initialement. La délibération soumise à l'examen du conseil municipal va précisément en ce sens pour satisfaire les administrés et répondre aux nécessités de gestion de concession. Il est proposé qu'à compter du 1er janvier 2020, les titulaires de concessions de 30 ans et 50 ans pourront opter à l'échéance de celle-ci pour une durée plus courte de 15 ou 30 ans selon les cas. Le conseil municipal est donc appelé à en délibérer. Bien, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Dénomination de voie rue Jean Trémoulet, Francis Delteil. Merci, Monsieur le maire. Le collège Jeanne-le-Roi se situe en rue Louis-Léger-Vautier, loge des professeurs dans les bâtiments se trouvant dans la rue du président Salvatore Allende. Il a été demandé par la responsable de cet établissement de numéroter ces bâtiments pour une bonne distribution du courrier. Il est proposé que du rond-point de la rue Louis-Léger-Vautier jusqu'à l'entrée des logements, cette partie de rue sera dénommée rue Jean Trémoulet, afin de ne pas changer tous les numéros des riverains de la rue du président Salvador Allende. Jean Trémoulet est né le 12 avril 1909 à Vézac en Dordogne. Il devient mécanicien automobile à Beignac, puis s'installe en banlieue parisienne à Ivry-sur-Seine et rencontre le pilote Eugène Chabou. Avec ce dernier, il a participé à 3 reprises aux 24 heures du Mans, de 1937 à 1939. En 1938, il est vainqueur des 24 heures du Mans sur une de la Haye. En 1937, il est également 6e du Grand Prix de France. Engagé dans la résistance, il intègre le groupe Soleil en qualité de chef. Jean Trémoulet décède le 13 octobre 1944 à Sagelas en Dordogne au cours de la Seconde Guerre mondiale dans un accident de moto alors qu'il effectuait une mission. Avant son démantèlement en 2007, le circuit de Faux portait son nom. C'est aujourd'hui une ferme photovoltaïque. Le conseil municipal est appelé à renommer une partie de la rue du président Salvador Allende, rue Jean Trémoulet. Y a-t-il des observations? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Stade d'athlétisme, convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage et cession de terrain à Pic-Caillou. C'est une délibération d'ailleurs que nous avons déjà votée en conseil communautaire. Marie-Lise Fautron. Merci, Monsieur le maire. La CAP possède dans ses compétences optionnelles la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion des équipements culturels, sportifs et d'intérêt communautaire. En date du 22 août, la CAB a décidé de construire un stade d'athlétisme de 6 couloirs sur la plaine de Pic-Caillou, permettant d'accueillir des compétitions d'importance départementale et régionale. En effet, la piste actuelle, la piste qu'on appelle finlandaise, est presque centenaire et elle est complètement obsolète. Donc cette nouvelle piste sera bénéfique donc pour nos sportifs et aussi les scolaires, puisque
puisque l'athlétisme est une épreuve du bac. Ce stade comprendra 3 sautoirs pour la pratique du saut en hauteur, à la perche et en longueur ou triple saut, une zone de lancer à l'intérieur de l'anneau, un vestiaire, un éclairage, une clôture d'une hauteur de 2 mètres permettant de sécuriser le site. Et donc, comme nous a demandé de préciser Madame Blanc lundi soir, un local permettant de ranger le matériel. Pour mener à terme ce projet, la ville demandera au service du domaine l'estimation de la valeur de l'emprise concernée, cédera l'emprise foncière cadastrée section BD numéro 107P d'environ 32 500 m² à l'euro, assurera l'assistance à maîtrise d'ouvrage à titre gratuit et selon les modalités de la convention ci-jointe. Les missions confiées à la ville vont consister à lever les préalables à la réalisation des travaux, définir les modalités de consultation d'une maîtrise d'œuvre et des entreprises, assister la CAB à conclure le contrat de maîtrise d'œuvre et les contrats de travaux et de toute mission nécessaire à la réalisation des travaux, assister la CAB à la réception de l'ouvrage et accomplir tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus, remettre un dossier des ouvrages exécutés, remettre un dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage. Le conseil municipal est invité à accepter le principe de cession à l'euro et d'autoriser le maire à signer la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Y a-t-il des observations? Oui, Madame Blanc. Oui, Monsieur le maire. Alors, ce dossier en conseil municipal, c'est donc la 4e fois qu'il revient sur le tapis. Remarquez, une fois de plus, ça fait que répéter les choses. Bon. Ce dossier, vous m'avez indiqué lundi soir qu'il était chiffré actuellement à 1,8 million d'euros. Et que dans ce 1,8 million d'euros, il y a la liste de ce que vous avez donné, soit 3 sautoirs, une zone de lancer, chose pour laquelle je vous ai dit ça n'est pas possible puisque en athlétisme les lancers, seuls le marteau et le disque peuvent se faire dans la même cage. Pour ce qui est du javelot et du poids, il faut 2 parvis différents pour des raisons de sécurité évidentes. Ensuite, un vestiaire, vous l'indiquez, certes, vous n'indiquez pas le local pour le médecin, vous n'indiquez pas non plus le local pour les juges. Or, si vous voulez que ce soit un stade homologué pour des compétitions, il faut aussi ce local-là. Vous n'indiquez pas de local pour le rangement du matériel. Or, il faut prévoir un local relativement grand pour le rangement du matériel, parce qu'en athlétisme, il y a beaucoup de matériel et que c'est un matériel volumineux, lourd, qui nécessite des chariots de transport, par exemple pour le saut en hauteur, par exemple pour les équipements de la perche, qui sont des équipements volumineux et grands à manœuvrer. Il y a aussi une autre chose que je voulais vous indiquer. La ville de Trélissac, en 2012, a fait construire une piste de 6 couloirs. Piste de 6 couloirs qui était déjà tracée. D'accord ? Celle-ci n'est pas tracée, elle est à tracer. Elle était déjà entièrement métrée, celle-ci n'est pas métrée. Cette piste, c'est-à-dire juste son revêtement, pour 6 couloirs, a coûté à l'époque, en 2012, 1,2 million d'euros. Je doute qu'entre-temps, les prix aient baissé, connaissant un peu le coût des choses. Je vous indique aussi qu'un stade d'athlétisme et son matériel, dans sa totalité, c'est plus de 200 000 euros de matériel. Je ne parle pas du bâtiment pour accueillir ce matériel, je parle juste du matériel. Je dis donc que 1,8 million d'euros pour un projet comme ça me paraît très en deçà, très sous-évalué par rapport à un tel projet. Maintenant, c'est une délibération, elle n'indique pas de chiffres, ces chiffres vous me les avez indiqués l'autre soir en conseil communautaire. Moi je vous donne aujourd'hui d'autres précisions. Au-delà de ça, il y a quelques années, un projet a été monté, projet pour lequel
un certain nombre de subventions avaient été obtenues. Il y avait 530 000 € de la part du département, 610 000 € de la part de la région et 430 000 € de la part du CNDS. Ce qui faisait un total de 1,6 million d'euros et laissait à la CAB et à la ville de Bergerac un reste à charge pour aller jusqu'à peut-être 2,5 millions, parce que je pense qu'un projet comme ça, en deçà de 2,5 millions, on peut toujours s'asseoir et attendre, on va attendre longtemps. Voilà, je vous ai donné mes chiffres, les indications que j'avais, et je les crois justes. Bon. Écoutez, Madame Blanc, vous pouvez prendre plaisir à jouer les oiseaux de mauvais augure. Moi, je crois que ce qui est important dans cette affaire, parce que c'est la difficulté de ce projet, c'est d'arriver à avoir la conjonction de tous les financeurs en même temps. Et c'est là-dessus qu'on a buté jusqu'à présent, parce qu'il y a des engagements de principe, mais ensuite, quand on veut passer à la réalisation, et c'est les problèmes qu'on a eus dans le passé, quand on veut passer à la réalisation, on s'aperçoit que les financeurs ne sont pas présents au moment voulu. Là, ce qui est important et ce qui doit permettre de réaliser ce projet, c'est que tous les financeurs se sont engagés sur la même échéance. Et c'est ça qui est primordial. Et le fait qu'effectivement, on est passé à un projet à 6 couloirs, ce qui facilite évidemment un petit peu les choses, alors qu'il y avait une pression de la fédération auparavant pour faire un 8 couloirs, mais je dirais, dans l'ancienne Aquitaine, il y a très peu de stades en réalité à 8 couloirs. Donc c'était quand même une exigence qui était quand même un peu exorbitante pour Bergerac. Donc ce qui est important, c'est que tout le monde est engagé au même moment. Ensuite, vous nous dites l'enveloppe. Il y a des choses, on n'a pas énuméré effectivement tous les éléments. Les éléments que vous avez évoqués, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut un local de rangement. Il faut effectivement une tour même sommaire pour les chronométreurs. C'est vrai qu'il n'y a pas une seule zone de lancer. Il y a la cage à partir de laquelle, avec des angles, on a le lancer du disque, le lancer du marteau, et puis il faut une zone spéciale pour le lancer du javelot. Non, mais tout ça, vous avez absolument raison. Bon, ce qui est inscrit, c'est une somme de 1 800 000 €. Ça a été discuté entre les services de la CAB, de la ville, les services de la région. Ce que tout le monde nous a dit, c'est qu'a priori, on passe à l'intérieur de cette enveloppe. Il est évident que s'il y avait un besoin de dépassement, vous évoquez notamment les matériels, les haies, le matériel nécessaire pour le saut à la perche. C'est vrai qu'on n'a jamais pu faire de saut à la perche à ce jour à Bergerac, et c'est vrai que ça fait partie effectivement des disciplines de l'athlétisme. Il est évident qu'on fera en sorte de rajouter les crédits nécessaires, ce qui devrait d'ailleurs faciliter un petit peu les choses. C'est qu'en réalité, ce financement il est prévu sur 2020, mais que la réalisation technique fera qu'on débordera sur les premiers mois de 2021. Je pense que s'il manque des crédits, tout le monde se concertera pour qu'on réalise complètement ce projet dans des bonnes conditions d'ici 2021. Voilà. Mais on a rencontré les clubs d'athlétisme, je peux vous dire qu'ils étaient beaucoup plus enthousiastes que vous ne l'êtes vous-même. Ah, moi je suis très enthousiaste. Oui. Je l'attends depuis longtemps. Oui, oui. Bien, alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Schéma directeur d'assainissement des eaux usées. Christian Bordenave. Merci. Si elle s'est abstenue. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Par délibération, en date du 23 mars 2010, le conseil municipal décidait le lancement de l'étude diagnostique du réseau d'assainissement eaux usées. Donc il y a une étude qui a été longue puisqu'elle est arrivée en fin d'étude, fin 2017, début 2018. L'ensemble de cette étude s'est décliné en 5 phases. Bon, je ne vous les rappelle pas, c'est écrit sur le document que vous avez. Cette démarche s'inscrivait surtout dans le cadre des dispositions fixées au titre de la loi sur l'eau de janvier 1992, qui impose aux communes de réaliser ce type d'études, dont la finalité, bien sûr, est de protéger l'environnement
par une vision claire et globale de la problématique de l'assainissement, eau usée et eau pluviale. L'aboutissement de cette étude conduit à terme la collectivité à devoir réaliser divers travaux dans ce domaine et à plus ou moins longue échéance et à mettre en place ainsi une programmation chronologique d'intervention. Cette étude est aujourd'hui terminée. Le bureau d'études a établi le schéma directeur d'assainissement des eaux usées et des orientations qui vise donc à réduire les déversements d'eau non traitées, à réduire les eaux claires parasites permanentes, les eaux claires permanentes météorologiques, à améliorer les écoulements et à fiabiliser la chaîne de collecte. Pour ce faire, donc, le schéma directeur sera axé comme suit: élimination de l'ensemble des regards mixtes, aujourd'hui connus rue par rue, afin d'éliminer les déversements d'eau brute au milieu naturel, équivalent à une pollution générée par 1500 à 2500 équivalents habitants, suppression des déversoirs d'orage non maîtrisés, mise en place d'un équipement diagnostique, résorption des entrées d'eau claire parasites permanentes, ciblée en nocturne et localisée en inspection télévisuelle. Enfin bon, tout le détail vous est donné et surtout le tableau qui était joint au dossier, qui vous permet d'avoir effectivement le relevé de tous les points qui sont à examiner. Alors, je le situe bien sûr. Quand on regarde ce dossier, on s'aperçoit qu'on a une programmation de travaux qui est fixée à 9 millions d'euros, mais il faut mettre en face donc, tout ce qui a été réalisé jusqu'à aujourd'hui, puisque nous avons traité quasiment 20 millions d'euros de travaux d'assainissement, dont remis au niveau des canalisations, et je peux même ajouter les 12 millions également de la station d'épuration. Donc il reste effectivement encore 9 millions pour arriver à être quasi parfaitement dans les clous des réglementations en matière d'assainissement et surtout pour se prémunir des problèmes d'environnement. Donc ce schéma directeur se traduit par une programmation de travaux donc, qui est jointe, donc il y a un certain nombre d'opérations déjà qui sont réalisées. On attire l'attention notamment entre le boulevard Claveille et le quai Hippolyte-Taine, passant par la place du Foirail, et c'est d'ailleurs ce qui a fait l'objet d'ailleurs des travaux qui ont eu lieu au niveau du port cette année, et ensuite donc également entre le boulevard Jean-Nicot, passant par la rue Fussel de Coulanges. Voilà, compte tenu du transfert de la compétence assainissement le 1er janvier 2020, c'est la communauté d'agglomération bergeracoise qui récupérera le bébé et qui devra donc assurer ces travaux. Donc le conseil municipal est invité. Alors je précise également que ce schéma directeur d'assainissement nous a été demandé dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal, puisque c'était une observation des services d'État et qui voulait que l'on ait effectivement cette programmation jointe au document, et ça sera fait. Compte tenu du transfert de la compétence assainissement le 1er janvier 2020, c'est la communauté d'agglomération qui assurera les travaux correspondants. Le conseil municipal est invité à prendre acte de la programmation de travaux et à approuver ce schéma directeur. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Acquisition de terrain pour la coulée verte du Codo, Marc Léturgie. Voilà, on arrive à la fin de l'année. On avait dit que d'ici la fin de l'année, voire la fin du mandat, on aurait clôturé l'acquisition foncière permettant d'aller de Pombonne jusqu'à la confluence. Aujourd'hui, c'est chose faite avec la délibération que je vais vous présenter. Vous avez à la fois des diapositives et à la fois le tracé sur panneau qui vous indique exactement ce qu'il en est, à savoir que ce qui est en vert fait partie de ce qui est acquis, ce qui est en jaune est en cours d'acquisition, c'est-à-dire que nous avons pris les délibérations, et ce qui est en rouge, ce sont des zones qui viendront compléter effectivement la coulée verte, mais qui ne sont pas nécessaires à cheminer de Pombonne jusqu'au barrage. Je voudrais juste rappeler avant la délibération que quand même on a réalisé l'acquisition tout le long du lotissement du Saint-Onger au cours de ce mandat. Nous avons également acquis le terrain à la SCI Lajoie qui est l'ancien terrain Mossire. Nous avons acquis le moulin Busquet. Nous avons acquis les terrains d'Ouens
et ça c'est un morceau important puisque c'est la transition entre la route de La Force et la route de Prigonrieux. Nous avons acquis la bande sur le terrain Paola. Et aujourd'hui, je vous propose donc de voter une délibération qui va permettre d'acquérir un terrain de 697 mètres carrés environ, qui est un terrain qui appartenait à M. Crabol, au prix évidemment de 10 € le mètre carré, comme d'habitude, sachant que la ville assure le bornage par un géomètre, met en place une clôture en pied de talus à distance suffisante pour protéger les plantations de M. Crabol, en l'occurrence des noyers, et enfin fera le point sur les peupliers qui jalonnent ce terrain-là et qui sont pour certains dans un état extrêmement dégradé, voire même d'autres qui constituent des embâcles sérieux sur ce passage du cours d'eau qui au demeurant est superbe. Donc le conseil municipal est invité à décider l'acquisition de la parcelle ci-dessus désignée aux conditions dont je viens de vous parler, de désigner évidemment Maître Bonneval pour rédiger l'acte, et enfin d'autoriser le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires et à signer toutes les pièces relatives à l'aboutissement de ces dossiers. En dernier point, je voudrais ajouter que nous sommes également en cours d'études, voire même de négociations, sur des terrains qui devraient permettre l'extension du parc en lui-même de Pombonne, qui, comme chacun le sait, est devenu un passage apprécié et un lieu apprécié de l'ensemble des Bergeracois et même des touristes, et je parle des terrains constants privats. Voilà, monsieur le maire. Bien, merci. Y a-t-il des observations? Voilà. Donc la coulée verte, les choses avancent, sont maintenant quand même très avancées. Et en particulier, la liaison qui va de la route de La Force à la route de Prigonrieux est maintenant ouverte. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Nouvelle délibération sur la vente d'un appartement et du local de l'ancienne poste de la Madeleine. Marie-Claude Andrieux-Courbin. Oui, merci monsieur le maire. Donc, par délibération en date du 19 septembre 2019, le conseil municipal a décidé la cession de l'ancien local de la Poste, place de la Madeleine, et de l'appartement situé au-dessus. Depuis, l'agence immobilière qui a servi d'intermédiaire dans cette transaction a informé la ville que le montant de sa commission devait être diminué, approximativement de 1 000 €. La délibération précitée doit donc être abrogée et une nouvelle délibération est proposée au conseil municipal pour modifier les conditions financières de la cession. Donc la SCCI Joda, qui a souhaité l'acquisition du local de la Poste en rez-de-chaussée et de l'appartement en premier et deuxième étage de cet immeuble. Donc elle y projette la réalisation d'un établissement de restauration et de 2 appartements. Ce bâtiment a été évalué par le service du domaine à 46 500 €. L'acquéreur propose un montant net vendeur de 44 000 €, seul acceptable depuis la mise en vente du bien en 2016. Pour permettre donc cette vente, il convient de procéder à la désaffection et au déclassement du domaine public de l'ancien local de la Poste d'une superficie de 60 mètres carrés. La désaffection a été constatée par procès-verbal d'huissier le 27 mars dernier, le local n'accueillant plus de public. Donc le conseil municipal est invité à abroger la délibération en date du 19 septembre dernier, constater la désaffection du local anciennement loué à la Poste, proposer le déclassement de ce local du domaine public, décider sa cession ainsi que celle de l'appartement, l'ensemble situé à la Madeleine, pour un montant de 50 000 €, de se décomposant en 44 000 net vendeurs et 6 000 € de commission d'agence. Désigner Maître Bonneval notaire pour assister le notaire de l'acquéreur en vue de la signature de l'acte notarié, et préalablement, si les parties le jugent nécessaire, de la conclusion d'un avant-contrat. Et d'autoriser enfin le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires et à signer toutes les pièces relatives à l'aboutissement de ce dossier. Merci.
Merci. Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de ce conseil municipal qui s'est déroulé dans les mêmes conditions que le précédent. Je sais qu'à Bergerac, il y a souvent des choses étranges, des listes qui se présentent sans tête au municipal, une opposition qui ne veut pas participer au débat en conseil municipal. Ça n'est pas tout à fait l'idée que nous faisons, nous, de la démocratie. Mesdames, Messieurs, la séance est levée. C'est une évolution, que dis-je, une révolution. Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Le monde entier entre ainsi chez vous.